Et bienvenue à tous, c'est l'heure de votre rendez-vous avec le football. Avec nous, notre consultant Manu Petit. Manu, bienvenue. Bonjour. Salut Val, salut Lise, bonjour à tous. Et avec moi Lise Barenbaum, avec nos confrères journalistes qui n'ont rien raté de ce qui s'est passé en dehors et sur les terrains. Donc on fera le point avec vous. Restez avec nous, on est parti. Et on va regarder tout de suite les résultats de cette 36e journée de Ligue 1. Festival de buts des Parisiens face à Guingamp, 6 buts à 0. Ça va très mal pour les Lyonnais qui ont sans doute vu le titre s'envoler avec cette défaite 3 buts à 0 face à Caen. Saint-Etienne s'accroche à l'Europe en battant largement Nice, 5 buts à 0. Enfin, victoire de Marseille sur Monaco, 2 buts à 1. En tout, 36 buts ont été marqués. Et on va parler tout de suite du récital offensif du Paris Saint-Germain au Parc des Princes face à Guingamp, 6 buts à 0. Cavani a inscrit un triplé, Ibrahimovic un doublé. Les Parisiens prennent 6 points d'avance sur leur dauphin lyonnais. Manu, est-ce que vous pensez que ça y est, le titre est en poche? Ça serait difficile de penser le contraire, Valérie, parce qu'ils cartonnent tellement ces derniers jours, ils explosent tout le monde sur leur passage depuis leur élimination en Champions League contre le Barça. Mais sincèrement, je crois que Lyon n'a pas tenu la cadence. C'est dommage, à 2 journées de la fin, à une marche quasiment du podium, vraiment du sacre final. Il s'écroule au plus mauvais moment contre une équipe qui joue sa survie. Donc c'est vraiment regrettable, mais ça n'enlève pas le très beau parcours des Lyonnais, de cette jeunesse pendant toute cette saison. Donc Paris finira champion, il n'y a aucun souci. Alors c'est une vraie machine à marquer, ce Paris Saint-Germain. Il tourne en moyenne à 4,25 buts par match depuis 4 journées. C'est absolument énorme. Oui, c'est à l'image des grands d'Europe, mais c'est vrai que cette santé offensive, on aurait bien voulu la voir il y a quelques semaines, notamment dans leur face-à-face contre le Barcelone, ou certains matchs justement qui ont été importants aussi en première partie de saison. Et il n'empêche, c'est vrai qu'ils finissent en boulet de canon et c'est de bon augure pour préparer l'intersaison et la prochaine saison. Donc je crois qu'ils sont d'ores et déjà en vacances et qu'ils prennent énormément de plaisir. On le voit d'ailleurs que Cavani, son association Equibra, malgré tout ce qui a pu être écrit et dit, s'aperçoit que depuis quelques journées, c'est un festival de buts entre les deux. Donc, on va en parler justement de ça avec Lise. On a l'impression que Laurent Blanc, Lise Barenbaum, a trouvé la solution pour faire jouer Zlatan et Cavani ensemble au Paris Saint-Germain. Oui, c'est sûr qu'avec un triplé pour Cavani et un doublé et 2 passes décisives pour Zlatan, le PSG a vraiment été porté par ces 2 attaquants face à Guingamp. L'Uruguayen et le Suédois ont déployé leur registre respectif. Et en fait, c'est la configuration 4-4-2 qui a permis au PSG de faire briller ces 2 stars en attaque. Alors oui, alors vous pensez Manu que justement Cavani va partir la saison prochaine pour justement donner plus de place à Ibra? Je n'en sais rien. C'est une question aussi qu'on peut se poser sur le futur d'Ibrahimovic. Il lui reste 1 an au Paris Saint-Germain avec les déboires qu'il y a eu en termes d'image, notamment suite aux affaires, aux polémiques ici en France. Ça peut être aussi un frein pour les Qataris de continuer avec Ibrahimovic, mais je considère qu'il lui reste 1 an et qu'il n'y a pas de raison qu'Ibra parte, comme il n'y a pas de raison non plus que Cavani parte, parce que quand on voit leur santé ces dernières journées, on s'aperçoit qu'ils peuvent cohabiter ensemble. Alors le schéma 4-4-2, je mets quand même des réserves, parce qu'il avait déjà été mis en place contre le Barça et on a vu le résultat. Donc quand il s'agit de jouer contre des équipes de second niveau, entre guillemets, ici en France, c'est valable, mais contre les grandes d'Europe, ça reste beaucoup plus compliqué. Non, je pense que les Qataris se penchent vraiment sur les prochaines recrues, qui devra partir, qui devra renforcer l'équipe, mais je ne pense pas qu'il y aura pléthore de joueurs qui arriveront et qui partiront. Alors les Lyonnais, on l'a dit, ils ont plongé face à Caen, 3 buts à 0, ce sont donc tous les rêves qui s'envolent. Et puis Rémi Vercoutre, un ancien de la maison lyonnaise qui a joué un très mauvais tour à ses anciens coéquipiers. À 34 ans, il était sur tous les coups. Ça, c'est le scénario le plus horrible. Manu, qu'est-ce que vous en pensez? Mais Val, c'est souvent le cas d'ailleurs. Les anciens joueurs qui partent un petit peu, une histoire qui se finit un petit peu en eau de boudin ou dans de mauvaises conditions, où ont le sentiment d'inachevé, on s'aperçoit que ces joueurs-là souvent brillent contre leurs anciens clubs, et ça a été le cas dans un match décisif à la fois pour Caen mais également pour Lyon, notamment ce lob manqué par Grenier qui aurait pu aussi ouvrir le score, parce que les Lyonnais aussi ont énormément d'occasions pendant la période, mais c'est vrai que les anciens joueurs font toujours de grandes parties face à leurs anciens clubs. Alors justement Lyon, on vient de le voir, Lise Barenbaum a laissé passer le titre de champion de France, mais l'entraîneur Hubert Fournier reste modeste. Oui, Hubert
Hubert Fournier qui a dit que son équipe n'avait pas eu les épaules assez solides pour prétendre aller jusqu'au bout. Il a dit que son équipe a lâché prise et qu'elle a affiché trop de suffisance et d'insuffisance sur l'ensemble de la rencontre. Il pense aussi que ses joueurs sont physiquement affaiblis par rapport au début de la saison et qu'ils n'ont pas résisté à la pression lors de ce match. Il a quand même bien joué, il a été un bon entraîneur, je trouve, Hubert Fournier pour l'OL 7. Il a fait une belle partie. Il a été un excellent entraîneur parce que Lyon, rappelez-vous, sont partis avec un énorme retard, un énorme handicap d'un point de vue comptable. Ils ont eu un début de saison extrêmement compliqué. Il y a eu beaucoup d'absences également au sein de l'effectif sur blessure. Et puis, bizarrement, ils ont su retrouver le bon chemin, essayer de fédérer tout le monde vers un même projet. Et cette jeunesse qui est issue du centre de formation de l'Olympique Lyonnais a fait des merveilles. Mais c'est vrai que je ne suis pas vraiment d'accord avec lui dans ses déclarations qui dit que les joueurs n'ont pas eu les épaules assez larges. Ils se sont effondrés qu'à 2 journées de la fin, Valérie, face à l'ogre parisien. C'est quand même pas rien. Quand on sait que les finances du Paris Saint-Germain aujourd'hui accèdent souvent des victoires à crédit, Lyon, c'est plus, ils ont fait le pari de la jeunesse, de la formation. Et c'est deux projets qui tiennent la route, mais qui sont à l'opposé. Et malgré tout, je trouve qu'ils ont tenu la dragée haute pendant la plupart de la saison face au Paris Saint-Germain. Donc, je ne suis pas vraiment d'accord avec Hubert Fournier. En tous les cas, s'il a bien réussi comme ça face à Lyon, c'est peut-être parce qu'il la connaissait, cette philosophie lyonnaise. C'est quand même quelqu'un qui a joué au club, qui connaissait très bien les dirigeants lyonnais. Donc, peut-être que finalement, il s'est tout de suite mis dans le bain et c'est pour ça qu'il a réussi comme ça cette première année. C'était pas évident parce que à cause des finances qui manquaient avec la construction du nouveau stade du côté de Lyon avec Jean-Michel Aulas, on s'aperçoit que même la suprématie des Lyonnais pendant une bonne décennie dans les années 2000, on s'aperçoit qu'ils ont dû aussi, à l'image de ce que fait l'AS Monaco dans son projet sportif, il a fallu qu'ils se réinventent quelque part. Donc même en connaissant le club, lui il arrivait de Reims, donc c'était compliqué aussi de pouvoir s'adapter parce que Lyon est quand même beaucoup plus haut que ne l'est Reims, donc c'est pas les mêmes projets sportifs, les mêmes ambitions. Donc il a fallu aussi qu'il se fasse violence et qu'il arrive à montrer, à démontrer à ses joueurs, à l'ensemble du club qui avait les compétences pour gérer. Donc je trouve qu'à la fois lui et son équipe ont énormément grandi en l'espace d'une saison. Allez, on va passer au scénario incroyable qui a eu lieu au Vélodrome. Alors qu'ils étaient menés et dominés toute la rencontre, Marseille a su inverser la tendance sur la fin. Monaco, de son côté, pourra nourrir des regrets. Ils n'ont pas résisté aux Phocéens. Un match complètement fou, Manu. Un match complètement fou à l'image de ce qu'on peut s'attendre du côté de l'Olympique de Marseille. Qui a montré encore une fois un visage offensif. C'est vrai qu'il y a eu des insuffisances du côté de l'Olympique de Marseille. Monaco a su en profiter, comme on le sait, à chaque fois bien regroupé en essayant de procéder par contre, mais pas que. Donc ils ont posé énormément de problèmes, malgré tout, face à son public survolté, parce que ce match, en dehors des 3 points, c'est quand même la 3e place qualificative en Champions League qui est en jeu. Donc l'avenir également d'un point de vue finance, à la fois pour Marseille, mais également pour Monaco, qui a été frappé aussi du fair play financier. Donc on s'aperçoit que l'enjeu est beaucoup plus important que l'enjeu sportif lui-même. Donc c'est un match qui était sulfureux et qui a été plein de rebondissements. C'est des matchs tels qu'on aime les voir. Donc au final, Marseille a gagné. Ça fait du bien pour eux parce que ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné sur leur pelouse. En tout cas, cette défaite de Monaco relance la course à la 3e place. Les joueurs du Rocher sont maintenant sous la menace de Marseille, mais aussi de Saint-Etienne. Et personne ne lâche rien. De Saint-Etienne, donc il reste 2 journées de championnat, donc 6 points possibles. Je pense que l'ASM a un bien meilleur calendrier que l'Olympique de Marseille. Se méfier quand même de Saint-Etienne qui ont su se réveiller, faire un feu d'artifice offensif. Eux qui ont souvent été décriés par leur manque de potentiel offensif, ils se réveillent au bon moment. Donc c'est une lutte à 3 pour une place qualificative, le tour préliminaire de la C1. Donc ça va être âprement disputé. Mais je pense que Marseille aura un handicap quand même d'un point de vue calendrier. Ils vont devoir se déplacer à Lille, qui aussi n'a pas dit son dernier mot, et en espérant essayer d'accrocher un maximum de points. Donc ça va être compliqué quand même, mais bon, 6 points en jeu, c'est celui qui fera un sans faute qui arrivera à remporter cette place. Alors on va parler de l'entraîneur de Marseille, Marcelo Bielsa, Lise Barenbaum, qui ne fait pas partie de la sélection des 4 meilleurs entraîneurs de France au trophée UNFP. C'est une surprise. Oui, et pourtant, quand Bielsa a été interrogé sur la question, il n'a montré aucun signe de frustration. Au contraire, El Loco a affirmé qu'il ne méritait pas de figurer dans le quatuor sélectionné. Il a été questionné sur un éventuel chauvinisme des entraîneurs tricolores et il a complètement rejeté cette possibilité. Il a dit que par le passé, d'autres entraîneurs étrangers avaient été salués, comme par exemple Carlo Ancelotti. Alors, Manu, les nominés sont Laurent Blanc, Hubert Fournier, Christophe Galtier, Jocelyne Gourvenec,
À votre avis, qui va gagner ce trophée ? Si le PSG gagne la Coupe de France, ça fera un triplé historique inédit en France. Donc même si on a le budget du Paris Saint-Germain, c'est facile avec les finances, c'est beaucoup plus difficile à l'appliquer sur le terrain. Donc surtout après avoir connu une déception énorme contre le FC Barcelone. Donc ils étaient au coude à coude avec lui en championnat, ils sont quasiment sûrs d'être champions. Ils ont déjà gagné la finale de Coupe de la Ligue. Ils sont qualifiés pour la finale de Coupe de France contre Auxerre, une équipe de Ligue 2. Donc, c'est quasiment 3 titres à leur portée. Donc, pour moi, ce serait évident que Laurent Blanc soit élu l'entraîneur de l'année. En revanche, je ne suis pas vraiment d'accord pour que Bielsa soit sur le podium, même si j'ai une grande affection pour l'entraîneur qu'il est. Parce que faire 6 mois extraordinaires et 6 mois à l'opposé, c'est pas concevable. Donc on ne peut pas récompenser quelqu'un en ayant fait la moitié du chemin. Moi, je considère que l'énorme inconnu aujourd'hui se situe autour de Jardim, qui, avec un projet complètement renouvelé en début de saison, a su se réinventer, adapter son système et fédérer tout le monde autour de son système et avoir les résultats que l'on connaît aujourd'hui. Donc franchement, en étant parti avec un retard colossal d'un point de vue comptable au niveau du championnat les premières semaines, donc franchement, ce qu'a fait Jardim avec l'AS Monaco mériterait amplement d'être sur le podium des meilleurs entraîneurs. Alors, cette semaine a été émouvante, Lise Barenbaum, pour les Girondins de Bordeaux. Et oui, les Girondins qui ont foulé la pelouse du stade Chabandelmas qui les accueille depuis 1938 pour la dernière fois. C'était samedi lors du match face à Nantes. Alors, ils vont bientôt étrenner leur nouvelle enceinte, le nouveau stade de Bordeaux. Et avant la rencontre, un match a réuni des milliers de supporters dans Bordeaux, ainsi que d'anciennes gloires du club comme Alain Giresse, Marius Trésor ou Lizarazu. En plus, ça s'est bien fini puisque les hommes de Willy Sagnol ont gagné contre les Canaries. Donc, un très bel au revoir au stade Chabandelmas. Et oui, c'est vrai que c'est un stade qui est bourré d'histoire. On leur souhaite en tous les cas plein de belles aventures dans leur nouvelle enceinte. Allez, au classement, Paris est donc leader et quasiment assuré du titre. Lyon est second avec 6 points de retard et une différence de but importante. Malgré sa défaite, Monaco est toujours sur le podium. Mais Marseille met la pression aux joueurs du Rocher. Regardez, 63 points pour les Phocéens et autre équipe qui voit l'Europe. Mais en vert cette fois-ci, 63 points également pour Saint-Etienne. C'est normal, c'est bientôt la fin du championnat. Personne ne lâche rien, donc les matchs valent cher en ce moment. Allez, on passe tout de suite au foot allemand. Et regardez les résultats de cette 32e journée de Bundesliga. Le Bayern continue sa série de défaites et perd à domicile 1-0 contre Augsburg. En seconde position, Wolfsburg termine bien sa saison avec une victoire 3-0 sur le terrain de Paderborn. Dortmund s'impose tranquillement 2-0 contre le Hertha Berlin. Mönchengladbach prend une belle option pour la 3e place en battant Leverkusen 3-0. Schalke 04 met en danger sa qualification pour l'Europa League avec une défaite 2-0 à Cologne. En Allemagne, un peu de suspense donc. Le Bayern a été sacré il y a déjà 2 journées. On aurait pu croire que les joueurs bavarois allaient être plus détendus et relâchés pour affronter les autres compétitions. Bien pourtant, depuis le sacre officiel, rien ne va plus chez les Munichois éliminés en cours d'Allemagne face à Dortmund. Le champion d'Allemagne est également en très mauvaise posture en Ligue des Champions. Que se passe-t-il au Bayern de Munich? Les explications tout de suite de Michael Friedman. Mais qu'arrive-t-il au Bayern ? Après avoir été sacré champion d'Allemagne le 25 avril dernier, le club bavarois enchaîne les défaites les unes après les autres. Une première sans conséquence en championnat, 2-0 face à Leverkusen. Une seconde plus problématique, avec à la clé une élimination en demi-finale de Coupe d'Allemagne face au Borussia Dortmund. Enfin, une claque reçue en Espagne avec une lourde défaite 3-0 sur le terrain de Barcelone lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions. Malgré un gros engagement physique, les Munichois n'ont rien pu faire contre le Barça. Dans ce genre de match, il faut parfois faire la part des choses. Tu perds 1-0 et soit tu te décides à conserver le résultat, soit tu cours après le score pour égaliser et peut-être gagner. Mais c'est toujours très risqué. Après la lourde humiliation, les joueurs avaient l'intention de se remettre sur pied. Mais c'était sans compter sur Augsburg qui est reparti de Bavière avec une victoire. Dès le premier quart d'heure, le gardien Pepe Reina est expulsé. Les Bavarois joueront à 10 pour le reste de la partie. La sentence est néanmoins repoussée puisque le pénalty adverse échoue sur le poteau. Mais Manuel Neuer va finir par céder sur une frappe de Raoul Bobadilla. L'Argentin marque l'unique but de la rencontre. Une défaite surprenante à domicile pour Munich et beaucoup de questions.
L'équipe championne d'Allemagne vient d'encaisser 7 buts en 4 rencontres. Les hommes de Pep Guardiola viennent de subir 4 revers de rang, une première dans la carrière de l'entraîneur. Avec cette spirale négative, le futur du manager catalan est de plus en plus incertain en Allemagne. Les critiques fusent autour de lui et certains journaux publient le mécontentement de certains de ses joueurs. Seul échappatoire, le match retour de la Ligue des Champions. Il faudrait un véritable exploit pour parvenir à renverser Barcelone. Dans le cas contraire, le Bayern finira sa saison avec un seul trophée. Une déception pour un club de ce calibre. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Manu, Lise, à la semaine prochaine pour d'autres aventures sportives. Évidemment, en attendant, portez-vous bien, faites du sport et surtout, ne changez pas de chaîne. Au revoir.